l'es-tu si familière » a-t-il à voix haute, sans attendre de réponse. En bas, Appin travaillait tranquillement, époussetant les cadres anciens dans le couloir. En passant devant le miroir de la salle à manger, elle s'arrêta et fixa son reflet, puis força un faible sourire. « Ne regarde pas trop longtemps » se murmura-t-elle. « Ils penseront que tu rêves. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que ce sourire fugace, ces regards insistants, n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des fragments d'un lien brisé depuis longtemps par le temps, qui, sans qu'il le sache, se retissait. C'était un matin ordinaire, le genre de matin où le silence régnait dans la maison. Appin se déplaçait avec grâce dans les couloirs, époussetant les meubles avec une aisance consommée. Son uniforme était impeccablement ajusté, mais cette fois, alors qu'elle se penchait pour arranger le vase de fleurs près du grand escalier, un délicat éclat d'argent glissa dessous son col. Le collier, fin, ancien, avec une petite breloque en forme de croissant de lune, reposa brièvement sur sa poitrine. Joshua, qui passait avec son téléphone à la main, se figea en plein pas. Ses yeux se fixèrent sur la breloque, et le temps sembla s'arrêter. Il ne parla pas, ne cligna pas des yeux, il se contenta de fixer. Quand elle se redressa et le remit rapidement sous le tissu, le cœur de Joshua battait la chamade. Non, ce n'est pas possible. Le collier semblait identique. Non, il était identique à celui qu'il avait donné à Joy, sa meilleure amie d'enfance, avant sa prétendue mort. Mais c'était il y a des décennies, et ce collier était enterré avec elle. Ce soir-là, il ne pouvait s'empêcher de faire les 100 pas dans sa chambre. Le même collier. Il le reconnaissait à la bosse sur le côté de la breloque, une bosse qu'il avait accidentellement faite avec une pierre alors qu'il jouait près de la rivière. « Comment diable l'a-t-elle eue » murmura-t-il. Ce soir-là, au dîner, Joshua toucha à peine à sa nourriture. Sa mère le remarqua. « Tu as l'air malade » remarqua froidement Victoria. « Trop de réflexion, je suppose. » Il ne lui jeta qu'un regard, puis détourna les yeux. Il devait en savoir plus, sur la fille, sur son passé, sur la raison pour laquelle elle portait un collier qui était censé être à 6 pieds sous terre. Pendant ce temps, dans le calme des quartiers des Bonnes, Appin décrocha la chaîne et la fixa comme elle l'avait fait pendant des années. « Pourquoi ai-je l'impression que cela signifie plus que ce dont je me souviens » se murmura-t-elle. Il y avait des lacunes dans son enfance, des souvenirs qu'elle ne parvenait pas à se rappeler, des endroits où elle n'était pas sûre d'être vraiment allée. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa mère disait que le collier était son seul véritable héritage. Mais ce soir, pour la première fois, même elle commença à se poser des questions. Joshua attendit que la maison s'installe dans son silence vespéral habituel avant de se glisser dans la pièce verrouillée qui appartenait autrefois à son défunt grand-père, maintenant convertie en archive privée. Il tendit la main vers une haute armoire et en sortit un carnet noir poussiéreux relié en cuir. Les coins étaient usés, les pages jaunies par le temps. Il s'assit au bureau et l'ouvrit avec soin. À l'intérieur se trouvaient des dessins, des pétales séchés, et même des gribouillages enfantins signés d'un nom qu'il n'avait pas prononcé à voix haute depuis des années. Joy. Sa main trembla en tournant jusqu'à une page particulière, celle qui le hantait depuis ses 12 ans. Une esquisse grossière d'un collier, ce même pendentif en croissant de lune. Il en traça le contour du doigt. « Je t'ai enterré avec ça » murmura-t-il. « Pourquoi est-il de retour ?» La confusion fit place à la suspicion et à quelque chose de plus profond, une peur qu'il ne voulait pas nommer. Il referma lentement le livre, fixant le mur d'un air absent. Tout chez Appin, son visage, ses manières, même l'immobilité de son regard, commençait à lui sembler trop familier. Était-ce une coïncidence, ou un tour cruel du destin? Ou pire, quelqu'un essayait-il de le manipuler? Victoria avait toujours détesté le sentimentalisme. Et Harold. Il était le genre d'homme capable d'effacer un village pour protéger le nom de la famille. Joshua se pencha en arrière dans son fauteuil et murmura, « Les jeux perdus, ou quelqu'un me l'a-t-il enlevé ?» Le souvenir des funérailles de Joy refit surface, sauf qu'il n'avait jamais vu son corps. Juste un cercueil fermé. Juste un village rempli de chuchotements et d'adieux précipités. Il serra la mâchoire. « J'ai besoin de réponses. » marmonna-t-il. « Et j'en ai besoin maintenant. » Pendant ce temps, Appin était assise près de la fenêtre ouverte dans les quartiers des domestiques, les yeux tournés vers les étoiles. Quelque chose dans l'air de la nuit l'attirait. Un nom lui vint à l'esprit, mais juste hors de portée.
Elle serra le collier contre sa poitrine. Il manquait quelque chose en elle, une pièce avec laquelle elle avait appris à vivre, mais maintenant, la douleur revenait. Ce matin-là, Victoria se tenait près du grand escalier, les bras croisés, observant Apine passer avec un plateau de linge plié. Son regard était vif, perçant. « Agnès » appela-t-elle, convoquant la femme de chambre plus âgée qui était à ses côtés depuis plus d'une décennie. « Depuis combien de temps cette nouvelle fille est-elle ici ?» Agnès s'essuya les mains sur son tablier et répondit, « Juste quelques semaines, madame. » C'est un type calme, elle reste dans son coin. Les doigts de Victoria tapotèrent la rampe. « Je veux qu'elle parte. » Calme ne veut pas dire innocente. Elle n'a pas sa place dans cette maison. Agnès hésita. Devrais-je dire qu'elle a été surprise avec quelque chose? Victoria sourit froidement. Faites ce qui doit être fait. Joshua n'a pas besoin d'une autre distraction. Sa voix baissa. Surtout pas de la part de ce genre de fille qui arrive toujours avec une histoire à dormir debout. Elle se tourna et s'éloigna, ses talons claquant comme des signes de ponctuation dans le silence qui suivit. Pendant ce temps, Joshua était dans son bureau, fixant le contrat d'une chaîne d'hôtels de luxe qui nécessitait sa signature. Mais son esprit était ailleurs. Le collier, la fille, les questions sans réponse. Un coup à la porte le tira de sa rêverie. Agnès entra, feignant le malaise. « Monsieur, je suis désolé de le dire, mais nous avons eu un petit incident. » Une des employées de cuisine a rapporté que Apine aurait peut-être pris une bague dans la suite des invités. Joshua leva brusquement les yeux. « Quelle sorte de bague ?» Agnès balbutia, « Juste une alliance en or. » Elle était sur la coiffeuse, et maintenant elle a disparu. Nous avons pensé qu'il valait mieux vous le dire en premier. Joshua fronça les sourcils. Et vous êtes sûr qu'elle n'a pas été égarée? Agnès insista, ce n'est pas la première plainte. Elle se promène sans surveillance ces derniers temps. Un instant, il la fixa, puis hocha lentement la tête. Très bien, préparez son dossier. Mais alors même que les mots quittaient sa bouche, quelque chose en lui tressaillit comme un signal d'alarme, doux mais constant. L'idée de la renvoyer lui parut soudainement fausse. Trop définitive. Trop prématurée. Joshua était assis à son bureau plus tard dans la soirée, la lettre de licenciement ouverte devant lui, non signée. Son stylo planait juste au-dessus du papier, figé. Le bureau était silencieux, éclairé seulement par une unique lampe qui projetait de longues ombres sur le sol. Il relut les mots. Licenciement pour manquement à la déontologie. Il semblait fabriqué, mince, sans fondement. Il détestait les suppositions, mais et si c'était vraiment elle? Pourtant, l'image de son visage, du collier, de l'incertitude dans ses yeux, ne cessait de le tourmenter. Sa main retomba sur le bureau. Non. Murmura-t-il, pas avant de lui avoir parlé moi-même. À ce moment précis, un léger coup retentit dans la pièce. Entrez, dit-il en se redressant. La porte s'ouvrit, et elle était là, Apine, les yeux respectueusement baissés, les mains jointes devant elle. Vous m'avez demandé, monsieur, dit-elle doucement. Joshua se leva, mais ne parla pas immédiatement. Au lieu de cela, il contourna le bureau et se tint à quelques pas d'elle. Où étiez-vous cet après-midi à 15 heures? Demanda-t-il. Elle cligna des yeux. Dans la buanderie, monsieur, je repassais le linge des invités. Vous pouvez demander à Martha. Il hocha lentement la tête, faisant à nouveau les 100 pas. Puis son regard tomba, presque par instinct, sur le bord de son chemisier, où le faible reflet de l'argent pointait à nouveau. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi, demanda-t-il. Pouvez-vous enlever ce collier? Sa main le couvrit immédiatement de manière protectrice. Pourquoi, monsieur, demanda-t-elle, confuse. La voix de Joshua était douce mais ferme. Je l'ai déjà vu, il y a longtemps. Laissez-moi juste le regarder. À contre-cœur, elle l'enleva et le plaça dans sa paume. Son souffle se coupa. Ce n'était pas similaire, c'était le bon. La bosse, la gravure au dos, j'y ai J pour toujours été. Ses doigts tremblèrent légèrement. Il leva les yeux vers elle. Où avez-vous eu ça, demanda-t-il, mais sa voix lui parut presque lointaine. Apine le fixa, confuse et un peu effrayé. Ma mère me l'a donné, elle a dit qu'il appartenait à quelqu'un que j'aimais avant que je sois assez grande pour m'en souvenir.
Ce fut le moment où tout bascula dans le monde de Joshua. La poitrine de Joshua se serra alors qu'il regardait le collier reposant dans sa paume. Ce n'était pas une coïncidence, ce ne pouvait pas en être une. Chaque centimètre, de la breloque cabossée à la chaîne effilochée, était identique à celui qu'il avait enterré avec Joy. Sa voix, instable et trop basse, demanda à nouveau. « Apine, êtes-vous sûr que votre mère vous a donné ça ?» Elle hocha la tête, le front plissé d'inquiétude. « Oui, monsieur, elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé après que nous ayons déménagé de notre ancienne ville. Elle l'a gardé caché jusqu'à mes 15 ans environ. » Sa prise sur le collier se resserra. « Quelle ville ?» Elle hésita. « Je crois que ça s'appelait Ukeji. J'étais trop jeune, nous sommes partis à la hâte. Je ne me souviens pas de grand-chose. » Joshua recula, les yeux écarquillés. C'était le nom de son village d'enfance. Sa voix tomba dans un murmure, comme s'il avait peur que la vérité ne lui réponde. « Vous avez vécu à Ukeji ?»« Oui, monsieur, dit-elle prudemment. Ma mère m'a dit que nous devions partir rapidement parce que... » Quelque chose s'est passé, mais elle n'a jamais dit quoi. Ses yeux sondaient maintenant son visage, incertaine si elle avait des ennuis ou si elle était entraînée dans quelque chose de bien plus grand que son travail. Le cœur de Joshua martelait contre ses côtes. Ses mains tremblaient en lui rendant le collier. « Vous pouvez y aller, dit-il brusquement. Oui, j'ai besoin de temps. Apine fit une légère révérence, confuse et secouée. Elle se tourna pour partir, mais avant d'atteindre la porte, elle s'arrêta et dit « Monsieur, je n'ai jamais rien volé. Je ne sais pas qui a dit ces choses, mais je veux juste travailler, c'est tout. » Sa voix était douce, honnête. Puis elle quitta la pièce, laissant Joshua en silence, fixant la porte vide comme si elle contenait le passé qu'il croyait mort depuis longtemps. La fille qu'il pensait avoir enterrée n'avait peut-être jamais été enterrée du tout. Le sommeil échappa à Joshua cette nuit-là. Il était assis sur le bord de son lit dans le noir, le collier de nouveau dans sa main. Bien qu'il le lui ait rendu plus tôt, quelque chose en lui ne pouvait trouver le repos, alors il avait discrètement demandé à un membre du personnel de le récupérer. Maintenant, il était là, une relique d'une vie qui n'avait plus de sens. Son esprit était un champ de mines de souvenirs, certains vifs, d'autres faibles et flous. Il se souvenait de rire près des berges, de courses pieds nus à travers des vergers de manguiers, et de la main chaude d'une fille qu'il appelait toujours Joshi quand personne n'était là. Cette fille, Joy, avait été son amie la plus proche, jusqu'au jour où elle disparut. La fièvre, disait-il, enterrée rapidement, mais il n'y eut jamais d'adieu, pas de dernière vision, juste un cercueil fermé et une mer de silence. Maintenant, la fille qui travaillait dans sa maison portait son collier et arborait son sourire. Les pensées de Joshua dérivèrent vers des rêves agités. Dans le brouillard du sommeil, il se tenait sous un grand manguier, pieds nus à nouveau, une fronde glissée dans sa ceinture. Joy riait à proximité, sa robe poussiéreuse, ses genoux éraflés par l'escalade. « Tu as dit que tu ne m'oublierais jamais, gloussa-t-elle, lui lançant un caillou, même si je disparais. » Il tendit la main vers elle dans le rêve, mais son visage commença à se brouiller. « Ne pars pas, murmura-t-il, mais elle se contenta de sourire et de chuchoter, « Souviens-toi de moi. » Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Le soleil du matin se levait à peine, projetant des lignes dorées sur le plancher de bois franc. Il s'assit lentement, agrippant le collier comme une bouée de sauvetage. « Si c'est toi, murmura-t-il, pourquoi ne te souviens-tu pas de moi ?» En bas, Apine pliait déjà le linge dans la buanderie, le visage pâle d'une autre nuit blanche. Elle avait aussi rêvé de rire, de mangue, d'eau et d'une voix l'appelant Joy. Elle ne savait pas pourquoi le rêve l'avait laissée en larmes. Joshua arriva tard au petit-déjeuner, encore visiblement secoué. Son père, Harold Smith, était déjà assis à la longue table, lisant la section financière du journal. « Tu te laisses aller, » dit Harold sans lever les yeux. « Troisième fois cette semaine que tu es en retard. » Joshua ne répondit pas d'abord. Il se versa un café noir et s'assit. « Papa, dit-il finalement, sa voix plus basse que d'habitude. Te souviens-tu de la fille du Keji, celle qui est décédée quand j'étais petit ?» Harold baissa légèrement son journal, sa mâchoire se crispant. « Qu'y a-t-il à son sujet ?» Joshua hésita. « L'as-tu jamais revue après l'enterrement ?» Harold plia lentement le journal et le posa sur la table. « Pourquoi déterres-tu des fantômes » demanda-t-il calmement, mais il y avait une tension sous-jacente.
Parce que quelque chose n'a pas de sens, dit Joshua en se penchant. Je pense que quelqu'un m'a menti. Harold regarda son fils un long moment, puis se pencha en arrière. Écoute-moi attentivement, Joshua. Tu as une entreprise à diriger, une image à protéger et un avenir qui ne devrait pas être lié à des contes de fées. Cette fille, quel que soit son nom, est partie. Laisse les choses ainsi. Les poings de Joshua se serrèrent sous la table. Donc tu ne nies pas que quelque chose cloche. La voix d'Harold devint froide. Le passé est mort. Ce n'est pas une énigme à résoudre, c'est une porte que vous devez garder fermée. Compris? Il se leva et partit sans attendre de réponse. Victoria apparut quelques secondes plus tard, posant sa tasse de thé avec un léger cliquetis. Tu as toujours été trop sentimentale, dit-elle, sans méchanceté. Ce n'est pas un trait que nous pouvons nous permettre dans cette famille. Joshua resta assis longtemps après leur départ, son appétit oublié. Cette conversation n'avait pas tué sa suspicion. Elle l'avait confirmé. Si le passé était enterré, quelqu'un l'avait enterré avec intention. Et peut-être était-il temps de le déterrer. La décision vint à Joshua dans le silence de sa voiture. Il renvoya son chauffeur et prit lui-même le volant. La route vers Akechi était longue, sinueuse et désormais méconnaissable. Des structures modernes avaient remplacé les maisons en terre, mais le sol rouge et les grands palmiers restaient intacts. À son arrivée, il se gara à côté d'une école primaire délabrée et traversa lentement le cœur du village. Les vieilles femmes le regardaient avec curiosité, certaines avec reconnaissance. « Vous êtes le fils du chef Smith, n'est-ce pas » demanda l'une d'elles. Il hocha la tête. « Je jouais ici. Je suis à la recherche de souvenirs. » La femme sourit faiblement. « Vous voulez dire Joy » Le souffle de Joshua se coupa. « Oui, dit-il. Savez-vous ce qui lui est arrivé » La femme hésita. « Tout ce qu'on nous a dit, c'est qu'elle est tombée malade, mais personne n'a vu son corps. Ses parents sont partis avant l'aube le lendemain, ils ont disparu. » Il se dirigea vers le petit cimetière derrière l'église, où les enfants jouaient autrefois à cache-cache. Il chercha parmi les pierres tombales tordues jusqu'à ce qu'il la trouve. Une petite stèle, à moitié enfoncée dans la terre. Joy Akechi, 1996 à 2003. Il s'accroupit à côté, arrachant les mauvaises herbes. Mais quelque chose n'allait pas. La terre semblait intacte, la tombe trop peu profonde. Il se releva lentement, un malaise lui serrant la poitrine. Derrière lui, un vieux gardien s'approcha. Beaucoup d'enfants enterrés à l'époque ne sont pas vraiment restés, marmonna l'homme. Parfois, les familles les déplaçaient. Joshua se retourna. Vous vous souvenez de celle-ci ? L'homme jeta un coup d'œil au nom, puis à Joshua. Ses parents ont été payés pour partir. C'est tout ce que je sais. Le cœur de Joshua battait la chamade alors qu'il retournait à la voiture. La tombe était vide. La fille n'était pas morte. Et cela signifiait que la femme qui travaillait dans sa maison n'était pas une étrangère. C'était un souvenir volé, toujours en vie. Agnès s'était toujours considérée comme la seconde après Victoria dans la hiérarchie de la maison. Dès l'arrivée de Happin, quelque chose a changé, et cela l'agaçait. La nouvelle bonne ne bavardait pas, ne se précipitait pas pour plaire à qui que ce soit, et pourtant, elle se comportait avec une confiance tranquille. Cela déstabilisait Agnès, et maintenant elle avait plus que jamais l'oreille de Victoria. Elle cache quelque chose, madame. Dit Agnès un après-midi en servant le thé à Victoria. Vous auriez dû voir comment elle serrait ce collier l'autre jour, comme si c'était de l'or. Victoria leva les yeux de sa broderie. Vous l'avez beaucoup mentionné ces derniers temps, Agnès. Que voulez-vous dire exactement ? Agnès se pencha, baissant la voix. Je ne serais pas surprise qu'on l'ait amenée ici exprès. Elle regarde toujours autour d'elle comme si elle connaissait cet endroit mieux qu'elle ne le devrait. Les yeux de Victoria se plissèrent. Commencez à la surveiller de plus près, et gardez vos découvertes pour nous. Plus tard cette semaine-là, Agnès chuchota au personnel de cuisine que Happin avait été surprise trop près du bureau de Joshua. Elle a dit qu'elle époussetait, mais ce n'est même pas son étage assigné, dit-elle à Martha. La rumeur se propagea comme une traînée de poudre. Le soir venu, des chuchotements suivaient Happin partout où elle allait. Elle essaie probablement de se rapprocher du patron, marmonna un membre du personnel. Ils font toujours semblant d'être discrets. Et puis boum,
ils sont enceintes et dans la chambre d'amis. Appin entendit des fragments de ces conversations dans le couloir. Au début, elle les ignora, mais lorsque le cuisinier cessa brusquement de lui tendre des plateaux ou que le jardinier commença à éviter son regard, son cœur se serra. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle le fixa le plafond. « Qu'est-ce que je fais ici » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que j'essaie même de trouver ?» Mais la réponse n'était pas claire. Tout ce qu'elle savait, c'est que quelque chose n'allait pas, non seulement autour d'elle, mais en elle. Le soleil était haut le lendemain lorsqu'Appin fut chargé de nettoyer la bibliothèque privée de Joshua, une pièce où peu de domestiques entraient et encore moins étaient autorisés à s'attarder. Elle se déplaçait silencieusement entre les étagères, époussetant les livres et essuyant le bureau. Alors qu'elle tendait la main vers une pile de vieux registres, l'un d'eux glissa et atterrit avec un bruit sourd. En se penchant pour le ramasser, sa main effleura quelque chose de coincé sous le tiroir du bas, une petite enveloppe poussiéreuse. La curiosité la tirailla et elle hésita, mais elle la sortit. À l'intérieur se trouvait une photo délavée. Deux enfants, les bras l'un autour de l'autre, souriant à pleines dents. L'un d'eux était sans conteste un jeune Joshua, l'autre, son souffle se coupa. C'était une version plus jeune d'elle-même, ou quelqu'un qui lui ressemblait de manière frappante, les mêmes yeux, le même sourire. Elle laissa tomber l'enveloppe. Appin fixa la photo, puis le nom griffonné au dos, Joshua et Joy, étaient du manguier. Elle s'effondra dans le fauteuil en cuir derrière le bureau, le cœur battant la chamade. Son nom n'était pas Joy, ou peut-être que si. Elle ne se souvenait pas de grand-chose avant ses 8 ans. Sa mère disait toujours qu'elle déménageait beaucoup à cause des difficultés. « Pourquoi est-ce que je lui ressemble » murmura-t-elle. Ses doigts tremblaient en tenant la photo à la lumière. La fille portait un collier, son collier, le même qu'elle avait porté toute sa vie. Elle pressa sa main contre sa poitrine. Qu'est-ce que c'est que ça? Le bruit de pas approchant la ramena à la réalité. Elle fourra l'enveloppe dans son tablier juste au moment où la porte grinça en s'ouvrant. « Vous êtes encore ici » demanda Agnès suspicieusement, plissant les yeux. « Je viens de finir » dit Appin, forçant un sourire. Mais à l'intérieur, son monde avait commencé à se fissurer, et quelque chose de longtemps enfoui remontait maintenant à la surface. Cette nuit-là, bien après que le manoir se soit tu, Appin était assise en tailleur sur le bord de son petit lit, fixant à nouveau la photographie. Elle l'avait sortie de sous son matelas, où elle l'avait cachée après être revenue de la bibliothèque. Il n'y avait pas à le nier. La fille, c'était elle. Pas seulement une ressemblance, pas seulement une vague similitude. C'était son visage, son sourire, son collier. Joy. Murmura-t-elle à voix haute, goûtant le nom comme une mélodie oubliée. Il ne sonnait pas étranger. Il ne semblait pas faux. En fait, il remua quelque chose dans sa poitrine qu'elle ne pouvait nommer. Elle pensa à toutes les fois où elle avait demandé à sa mère pourquoi elle n'avait pas de photos d'enfance. La femme changeait toujours de sujet, offrant des excuses vagues sur des inondations, des pertes ou un incendie. Mais maintenant, elle tenait une preuve, la preuve qu'un morceau de son passé lui avait été caché. Elle se leva et se dirigea vers la petite coiffeuse dans le coin de sa chambre. Son reflet la dévisagea, calme mais secoué. « Qui es-tu, vraiment » se demanda-t-elle. « Et pourquoi a-t-il une photo de toi ?» Ses doigts tracèrent son visage dans le miroir comme pour remonter le temps. Puis elle ouvrit sa garde-robe et en sortit une boîte à chaussures usées, cachée derrière ses pantoufles. À l'intérieur se trouvaient les seuls souvenirs qu'elle avait, un livre d'histoire déchiré, un peigne cassé et un ruban qu'elle avait toujours supposé être le sien. Elle les fixa longuement avant de murmurer « Josh ». Le nom semblait trop naturel, trop juste. Et le souvenir qu'il évoqua un garçon chassant des papillons, des rires résonnant au loin lui fit monter les larmes aux yeux. Elle serra la photo contre sa poitrine et pleura silencieusement, non pas de douleur ou de peur, mais d'un étrange mélange de deuil et de reconnaissance. Elle ne savait pas ce qu'elle avait perdu, mais elle savait maintenant que cela avait autrefois tout signifié. Une forte averse s'abattit sur la ville ce soir-là, des éclairs zébrant le ciel tandis que le tonnerre suivait en vagues profondes et troublantes. Le manoir perdit l'électricité pour la première fois depuis des années. La panique ne se propagea pas dans la maison, juste de la confusion. Dans l'obscurité, Joshua se déplaçait dans les couloirs avec une lampe de poche, cherchant la salle des disjoncteurs. En arrivant à l'arrière de la maison, il tourna le coin et faillit percuter Appin, qui tenait une bougie et une lampe de poche. « Pardon,
monsieur, dit-elle doucement. Sa voix était ferme, mais ses yeux vacillaient. Je vérifiais l'aile de la buanderie. Joshua hocha la tête et la dépassa, mais après quelques pas, il s'arrêta. Attendez, pouvons-nous parler, demanda-t-il, sa voix inhabituellement hésitante. Elle s'arrêta, puis fit un léger signe de tête. Oui, bien sûr. Ils se retrouvèrent dans la cuisine, la seule pièce qui sentait la chaleur et qui scintillait à la lueur des bougies du tiroir d'urgence. La pluie battait contre les fenêtres alors qu'ils s'asseyaient l'un en face de l'autre, une petite table entre eux. J'ai vu la photo, commença Joshua. Elle est tombée des registres la semaine dernière. Je ne savais pas qu'elle était encore là. Appin baissa les yeux sur ses mains. Je l'ai trouvée hier, admit-elle. Je ne voulais pas, mais je me suis reconnu. Sa voix vacilla. Je ne me souviens pas de grand-chose d'avant notre déménagement, mais quelque chose se réveille en moi ces derniers temps. Joshua se pencha en avant. Votre nom? Ce n'était pas Appin, n'est-ce pas? Elle cligna des yeux. Non, je pense que c'était Joy. Ma mère n'a jamais expliqué. Elle disait que l'oubli rendait la vie plus facile. Ses lèvres tremblèrent, mais quand j'ai vu cette photo et l'arbre, je me suis souvenu du garçon qui m'a donné des mangues et un collier. Elle leva les yeux vers lui maintenant, les yeux brillants. C'était toi, Joshi? C'était la première fois qu'elle le disait à voix haute. La gorge de Joshua se serra. Oui, murmura-t-il, la voix brisée. C'était moi. Le lendemain matin, Victoria se tenait raidement près de sa fenêtre, les bras croisés, ses doigts s'enfonçant dans ses manches alors qu'elle observait Appin porter un arrosoir à travers le jardin. Elle avait toujours été composée, royale, jamais du genre à paniquer. Mais ce matin-là, son thé était resté intact. Quand Harold entra dans la pièce, elle ne se tourna pas pour lui faire face. Elle a trouvé quelque chose, dit-elle simplement. Harold soupira, déjà conscient. Tu avais dit que sa famille était partie pour de bon, ajouta-t-elle, la voix basse. Tu m'as dit que c'était réglé. Harold se plaça à côté d'elle. Je les ai bien payés pour disparaître. Il n'avait pas vraiment le choix. C'était une enfant. Quelles étaient les chances qu'elle refasse surface dans la maison de notre fils? Victoria se tourna, les yeux vifs. Elle ne fait pas que refaire surface, Harold. Elle se souvient. Son souffle se coupa. Comprends-tu ce qui se passera si elle se souvient de tout? Harold resta silencieux, puis posa sa main sur son épaule. Alors nous nous en occuperons, dit-il fermement, comme nous nous sommes toujours occupés des choses. Victoria recula. Non, pas cette fois. Joshua est déjà trop investi. Il n'est plus lui-même depuis des semaines. Il a changé. Elle se dirigea vers le grand miroir dans le couloir, fixant son reflet comme pour retrouver la femme qu'elle était. S'il découvre ce que nous avons fait, ce que nous avons orchestré. Elle laissa sa phrase en suspens. La voix d'Harold vint de derrière elle. Nous avons fait ce que nous devions faire. Joy n'était pas son avenir. C'était une fille de village sans rien. Nous lui avons donné une page blanche. Les yeux de Victoria se remplirent d'un mélange de regret et de crainte. Nous lui avons donné une illusion, murmura-t-elle, et maintenant la réalité frappe à la porte. Nous devons agir, Harold. Discrètement. Elle ne peut plus rester ici. Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, un nœud se tordit dans son ventre, un signe rare que peut-être, pour la première fois, elle avait peur d'avoir tort. Il y a 17 ans, dans une maison en briques de terre faiblement éclairée à Uckage, un jeune couple était assis en face de Harold Smith. Ils étaient tendus, la femme tenant fermement la petite main de sa fille tandis que le mari essayait de contenir sa propre colère. « Vous voulez que nous disparaissions » avait demandé l'homme. Harold avait hoché la tête. « Vous recevrez assez pour recommencer. Loin d'ici. Mais la fille ne doit jamais revenir. Elle ne doit plus jamais contacter Joshua. » Les yeux de la mère s'étaient emplis de larmes. Ce ne sont que des enfants. Ils ne comprennent même pas encore ce que signifie l'amitié. La voix d'Harold était d'acier. C'est exactement pour ça que je suis là. Pour m'assurer qu'ils n'en auront jamais l'occasion. Il avait laissé tomber une épaisse enveloppe brune sur la table. Vous direz au village qu'elle est morte de maladie. Je m'occuperai des arrangements funéraires. Le père avait hésité. Nous aurons besoin de temps pour le lui expliquer.
La mâchoire d'Harold s'était crispée. Vous n'avez pas le temps. Ce soir, vous partez. Si vous voulez une protection, prenez l'argent. Des années plus tard, la mère était assise seule dans leur petit appartement d'une pièce dans une ville lointaine, regardant sa fille, maintenant Appin, servir à manger dans un restaurant local. Elle ne lui avait jamais dit la vérité. La culpabilité la vieillissait plus vite que le temps lui-même. Ce collier, le collier de Joy, était la seule chose qui lui restait de ses jours volés. Quand elle l'avait enfin rendu à sa fille, elle avait dit qu'il venait de quelqu'un qui avait autrefois pris soin d'elle. Mais le poids du mensonge n'avait jamais quitté sa poitrine. « Je suis désolée, murmurait-elle souvent quand Appin n'écoutait pas, je ne voulais pas te perdre. Je n'avais pas le choix. » Dans le présent, Appin s'agitait dans son sommeil, son corps agité sous des draps emmêlés. Des souvenirs vacillaient derrière ses paupières. Des routes boueuses, des manguiers, un garçon avec des fossettes. Pour la première fois, elle se réveilla en haletant. Le nom de Joy, s'échappant de ses lèvres comme un fantôme enfin autorisé à parler. Elle s'assit, serrant sa poitrine. « Je me souviens de quelque chose, murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Je me souviens de lui. Ce matin-là, Agnès se déplaçait avec détermination, les yeux vifs comme des lames. Quelque chose dans la confiance grandissante de Appin la dérangeait. La façon dont le ton de Joshua changeait chaque fois que la jeune fille entrait dans une pièce, la façon dont les autres commençaient à s'adoucir envers elle malgré les rumeurs. Agnès ne pouvait pas le permettre. Elle attendit jusqu'à midi, puis se glissa dans la chambre de Appin pendant que tout le monde se préparait pour un déjeuner tardif. C'était trop facile. Elle ouvrit le tiroir en bois près du lit et plaça une petite pochette en velours sous les vêtements pliés à l'intérieur, une paire de boucles d'oreilles de la collection privée de Victoria, prise plus tôt dans le cabinet de la chambre. En sortant, elle rangea la chambre exactement comme elle l'avait trouvée, ne laissant aucune trace. Plus tard, alors que Appin préparait le thé dans la cuisine, Agnès apparut, le visage peint de détresse. « Les boucles d'oreilles de madame ont disparu. » dit-elle à voix haute. Celles en or, elles étaient là ce matin. Les têtes se tournèrent, les chuchotements suivirent, et en quelques minutes, une fouille de la maison fut annoncée. La voix de Victoria coupa le silence alors qu'elle se tenait dans le hall, les bras croisés. Fouillaient tout leur quartier, tout le monde. Ses yeux se posèrent sur Appin, sans ciller. Y comprit les siens. Joshua entra dans la pièce, entendant l'agitation. « Que se passe-t-il » demanda-t-il sèchement. « Mère, c'est inutile. » Victoria ne cia pas, quelque chose a disparu. Nous traiterons tout le monde équitablement. Le personnel regarda le majordome et deux gardes vérifier les chambres, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'ils atteignent celle de Appin. Au moment où la pochette en velours apparut de son tiroir, l'atmosphère changea. « Là, » dit Agnès, faisant semblant de halter. Appin se figea. « Ce n'est pas à moi. » Sa voix tremblait de confusion. « Je n'ai jamais vu ça. » Mais personne ne prit sa défense, pas encore. Le regard de Joshua passa des boucles d'oreilles à son visage. « Vous êtes sûr » demanda-t-il doucement. Oui, ses yeux s'emplirent de larmes. « Je ne prendrai jamais rien. Je ne sais pas comment. » Victoria intervint. « Ce n'est pas un tribunal, Joshua. Nous ne pouvons pas garder quelqu'un de suspect dans cette maison. » Un silence suivit. Joshua baissa les yeux sur les boucles d'oreilles, quelque chose le rongeant. Quelque chose ne collait pas, mais le prouver nécessiterait plus que de l'instinct. Il ne dit pas un mot, et ce silence perça plus profondément que n'importe quelle accusation. Ils amenèrent Appin dans le grand salon, où les autres membres du personnel se tenaient silencieusement le long des murs, leur visage un mélange de jugement et de pitié. Victoria était assise avec assurance sur la coudoir de sa chaise longue, Harold tout près, les bras croisés. Agnès se tenait près de la porte, ses yeux brillant d'une fausse inquiétude. Appin se tenait au centre, les mains tremblantes le long du corps. Joshua était appuyé contre la cheminée, silencieux, observant. Cette maison, commença Victoria, a fonctionné pendant des années sur la confiance et la loyauté. Le vol s'appelait deux. Les lèvres de Appin s'entr'ouvrirent pour se défendre, mais Victoria leva une main. Nous ne débattrons pas du caractère. Nous agirons sur les faits. Les boucles d'oreilles ont été trouvées dans votre chambre. À ce moment, un éclair d'argent attira l'œil d'Harold. Le collier de Appin avait de nouveau glissé vers l'avant.
Son visage changea visiblement. Sa colonne vertébrale se raidit. « Où avez-vous eu ce collier » demanda Harold, la voix basse mais ferme. Tout le monde se tourna pour regarder. Appin le couvrit instinctivement de sa paume. « C'est à moi, murmura-t-elle. On me l'a donné quand j'étais jeune. » Joshua s'avança légèrement, les yeux plissés. « Le reconnaissez-vous, père » Harold ne répondit pas immédiatement. Puis, froidement, les choses du passé devraient rester enterrées. La pièce devint silencieuse. Le front de Victoria se plissa. « Harold » insista-t-elle, mais il ne la regarda pas. Joshua se dirigea vers Appin et prit doucement le collier dans sa main. « Il y a une marque au dos, dit-il. Retournez-le. » Il leur montra la gravure, faible mais claire. J.J. pour toujours été. L'expression d'Harold se fissura. Agnès recula d'un pas. Le visage de Victoria devint pâle. « Ce collier, dit Joshua, sa voix calme mais ferme, a été enterré avec une fille que j'aimais, du moins c'est ce qu'on m'a dit. » La lèvre de Appin trembla. « Je pense que j'étais cette fille, murmura-t-elle. » La maison était silencieuse. Une histoire longtemps cachée venait de refaire surface, non pas avec drame, mais avec un poids indéniable. Les invités étaient tous partis. Le personnel s'était retiré. Mais Joshua resta dans son bureau cette nuit-là, faisant les 100 pas sur le même carré de parquet poli pendant des heures. Quand il entendit des pas feutrés, il leva les yeux. Appin se tenait à la porte, les yeux rouges mais le regard ferme. « Puis-je parler » demanda-t-elle. Il hocha la tête. Elle entra lentement, tenant la photo qu'elle avait trouvée plus tôt. Elle la posa sur le bureau entre eux. « C'est nous, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Joshua la prit, les bords usés, l'encre s'estompant. « Oui, dit-il. Tu étais Joy. Tu étais ma meilleure amie. Je t'ai cherché après qu'ils aient dit que tu étais parti. Mais il n'y a pas eu d'adieu, pas de vérité. Juste le silence, sa voix se brisa. Qui t'a dit que tu t'appelais Appin ? Elle s'assit lentement en face de lui. Ma mère. Après notre déménagement, elle a dit que nous avions besoin de nouveaux noms. Je n'ai jamais compris pourquoi jusqu'à maintenant. Joshua se pencha en arrière, expirant brusquement. Agnès t'a piégé, dit-il. Je l'ai vu dans son visage aujourd'hui. Elle avait l'air trop satisfaite. Appin hocha la tête. Elle me déteste. Je n'ai jamais su pourquoi. Le ton de Joshua se durcit. Parce que tu rappelles à tout le monde quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Un silence passa entre eux, lourd mais non menaçant. Puis il se pencha en avant. Veux-tu te souvenir de tout ? Elle hésita. Je ne sais pas. Une partie de moi a peur de ce que je vais trouver. Il tendit la main sur le bureau, non pas pour la toucher, mais pour poser sa paume près de la sienne. Alors découvrons-le ensemble. Sans précipitation. Sans pression, mais sans plus de mensonges. Elle hocha la tête, une larme coulant sur sa joue. Merci, Joshi. Il sourit faiblement, un nom qu'il n'avait pas entendu depuis des années faisant fondre la glace autour de son cœur. Quelque part entre eux, la douleur du passé n'était plus vive. Elle s'adoucissait, cédant doucement la place à autre chose, la reconnaissance. Le lendemain matin, Joshua retourna dans le bureau de son père, poussé par une agitation qu'il ne pouvait calmer. Les tiroirs du bureau étaient tous verrouillés, mais il connaissait trop bien les habitudes d'Harold. Le troisième tiroir avait un loquet caché près du rail latéral. Il l'ouvrit et en sortit un dossier en cuir rempli de documents vieillissants. La plupart étaient des dossiers commerciaux, mais une enveloppe non marquée, jaunie par le temps, attira son attention. Il l'ouvrit doucement. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, datée de 17 ans plus tôt. Alors que ses yeux parcouraient le contenu, il se figea. Elle était adressée aux parents de Joy. C'était son père qui l'avait écrite. L'arrangement est en place. Paiement effectué. Cet enfant ne doit jamais réintégrer nos vies. Ne nous contactez pas. Que ce soit la fin. La poitrine de Joshua se serra. C'était donc délibéré. Planifié. Payé. Tout ce qu'il soupçonnait était vrai, et pire encore. Il resta assis, immobile, un long moment, la lettre tremblant légèrement dans sa main. Chaque mot confirmait la trahison. Il me l'a enlevé,
se murmura Joshua. Ils l'ont tous les deux fait. Il plia soigneusement la lettre et la glissa dans sa veste. Ce soir-là, il confronta Harold dans la véranda, où il sirotait seul un brandy. Tu as enterré la vérité juste pour nettoyer ta version de ma vie, dit Joshua, jetant la lettre sur la table en verre. Les yeux d'Harold se plissèrent, mais il ne dit rien. Tu n'as pas seulement réduit au silence la mémoire d'une enfant. Tu as détruit quelque chose de réel, continua Joshua, la voix s'élevant. Harold parla enfin. Tu n'étais qu'un garçon. Tu aurais gâché ton avenir pour une fillesse. En rien. Tête. Elle était tout, et tu le savais. Victoria entra alors, entendant l'agitation. Son regard tomba sur la lettre. Pour la première fois depuis des années, elle parut incertaine. Joshua, commença-t-elle, mais il se détourna. Je ne veux pas d'excuses. Je veux de l'espace, et je veux la vérité à partir de maintenant. Rien de moins. Le lendemain matin, Appin se tenait dans sa petite chambre, sa valise ouverte sur le lit. L'air était lourd d'une décision déjà prise. Elle pliait lentement ses vêtements, plaçant la photographie entre deux chemises. Il n'y avait ni rage, ni amertume, juste une douleur sourde dans sa poitrine. Elle n'avait parlé à personne depuis la scène dans le salon. Les rumeurs n'avaient pas cessé, et sa présence ressemblait maintenant à une plaie ouverte dans le manoir. En faisant ses valises, elle fixa une dernière fois son reflet dans le miroir. « Joy », se murmura-t-elle. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de se cacher. Elle remit le collier autour de son cou et ferma la valise. Juste au moment où elle ouvrit la porte pour partir, Joshua se tenait là. « Où vas-tu » demanda-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne s'y attendait. Elle évita son regard. « Je n'ai plus ma place ici, je pense. Je pense que je n'étais jamais censé être ici en premier lieu. » Joshua entra dans la pièce, bloquant la porte derrière lui. « Si tu le crois, alors que ce soit ton choix, pas le leur. » Elle le regarda maintenant, les yeux incertains. « Ce n'est pas seulement à cause des rumeurs ou des mensonges. J'ai besoin de comprendre qui je suis vraiment. En dehors de cette maison. » Joshua hocha lentement la tête. « Alors ne pars pas comme ça. Reste assez longtemps pour trouver tes réponses. Pas pour moi, pour toi. » Appin hésita. Et si rester cause plus de mal? Sa réponse fut calme. Alors nous y ferons face ensemble. Plus d'ombre, juste la vérité. Ses yeux brillèrent. Elle posa la valise mais ne la défit pas. Pas encore, pas complètement. Juste assez pour montrer qu'elle ne partait pas, pas aujourd'hui. Victoria attendit que Joshua parte pour une réunion d'affaires avant de convoquer Appin au jardin des roses. Le soleil matinal filtrait à travers les feuilles, projetant des ombres sur les traits acérés de Victoria alors qu'elle se tenait avec une posture parfaite à côté d'une étayée. Appin s'approcha lentement, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Vous m'avez demandé, madame » demanda-t-elle, gardant ses mains fermement jointes. Victoria ne répondit pas immédiatement. Elle se tourna, regarda la jeune femme et dit avec un calme qui lui glaça le sang, « Tu n'étais jamais censé être ici. » Appin cligna des yeux, confuse. « Pardon ?» Victoria s'approcha. « Tu faisais partie d'un chapitre oublié, d'un livre fermé. Ta réapparition a semé le trouble dans cette maison, chez mon fils, dans tout ce que nous avons protégé. » Sa voix n'était pas en colère mais empreinte d'un profond contrôle. « Je ne suis jamais venu ici avec un plan, » répondit tranquillement Appin. « Je ne savais même pas qui j'étais jusqu'à récemment. » Les lèvres de Victoria se contractèrent. « Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu représentes, une vie que nous avons travaillé très dur à effacer. » Il y eut une pause, puis elle s'adoucit, juste un peu. « Tu rappelles à Joshua quelqu'un qu'il a perdu, mais les hommes confondent le deuil et l'attachement, et cela finit par passer. » Appin tint bon. « Ou peut-être qu'ils se souviennent de la vérité, » dit-elle. Le sang-froid de Victoria vacilla un demi-souffle. « La vérité est rarement commode. » Répondit-elle, « Et si tu tiens un tant soit peu à lui, tu t'en iras. » Appin recula. « J'avais fait mes valises, mais il m'a demandé de rester. Pas comme une bonne, pas comme une enfant perdue, juste pour respirer et me souvenir. » Le regard de Victoria se durcit. « Si tu penses que rester t'apportera la paix, tu te trompes. Cette maison n'a pas été construite pour réconforter les étrangers.
Elle a été construite pour les tenir à l'écart. Sur ce, elle s'éloigna, ses talons claquant sur le chemin de pierre, mais Apin ne bougea pas. Ses pieds restèrent ancrés, tout comme sa résolution. Personne ne la chasserait à nouveau, pas avant qu'elle ne sache exactement qui elle était. Quand Joshua revint ce soir-là, il ne se rendit ni à son bureau ni à sa chambre. Il se dirigea directement vers les quartiers des domestiques. Le couloir était sombre, l'air immobile. Il s'arrêta devant la porte de Apin et frappa doucement. Elle ouvrit, les yeux lasses mais calmes. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Pas exactement, » dit-il, puis il fit un geste vers le couloir. « Marchez avec moi. » Elle hocha la tête, attrapant un châle alors qu'ils entraient dans la cour. La lune était basse, projetant de l'argent sur les parterres de fleurs. « Tu ne me dois rien, Joy » commença Joshua, le nom glissant de ses lèvres avec une facilité surprenante. « Je sais que tu essaies de trouver tes marques, et je veux t'aider. Pas en tant que ton employeur, juste en tant que quelqu'un qui te doit la vérité. » Elle le regarda attentivement. « Et quelle est cette vérité ?» Il s'arrêta près d'un banc et se tourna vers elle. « Cette maison ne peut pas t'offrir la paix en ce moment, mais elle peut t'offrir de l'espace. J'ai pris des dispositions. Il y a une chambre d'amis dans l'aile. C'est à toi. Pas d'uniforme, pas de tâches, juste du temps pour te souvenir de qui tu es. » Elle cligna des yeux, partagée entre le soulagement et la méfiance. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi ?» Joshua prit une profonde inspiration. « Parce que pendant des années, j'ai cru avoir perdu quelqu'un, et maintenant je la vois en toi. Mais ça, quoi que ce soit, ça doit commencer sans pression. Pas de rôle, pas d'obligation ?» Sa voix se brisa. « Vous n'avez pas peur de ce que vos parents diront ?» Il gloussa, mais sans humour. « Ils ont déjà tout dit. J'en ai fini de les laisser parler pour moi. » Elle hocha lentement la tête. « Alors je resterai. Mais pas en tant qu'invité ou projet, juste en tant que quelqu'un qui essaie de se souvenir. » Il sourit doucement. « C'est tout ce que je demande. » Les jours qui suivirent furent plus calmes, d'un rythme plus doux. Apin s'installa dans l'aile et passait ses matinées seul sur le balcon surplombant le jardin, écrivant dans un carnet usé que Joshua lui avait offert. « Pour tes souvenirs, » avait-il dit, même les plus fragmentés. Le troisième matin, elle prépara du thé et demanda à la gouvernante d'apporter une tasse supplémentaire au bureau. Lorsque Joshua entra, surpris par le geste, elle sourit doucement. « Je pensais qu'il était temps que ce soit moi qui invite. » Il prit le siège en face d'elle, l'air embaumé par l'odeur de gingembre et de citronnelle. « Comment avancent les pages ?» demanda-t-il. Elle hésita. « Certaines sont blanches. D'autres font mal à écrire. » Il hocha la tête. « C'est comme ça que la guérison commence. » Ils sirotèrent en silence un moment avant qu'elle ne reprenne la parole. C'est étrange de se souvenir par bribes. On ne ressent pas l'émotion entière, juste des ombres. Il se pencha en arrière, l'observant attentivement. « Que disent les ombres ?» Elle sourit faiblement. « Elles disent que j'étais heureuse autrefois, que j'étais en sécurité. » Joshua expira. « Alors peut-être que tes souvenirs ne sont pas que des fragments. Peut-être que ce sont des cartes. » Elle le regarda alors, quelque chose de vulnérable scintillant dans ses yeux. « Penses-tu que nous étions destinés à nous retrouver ?» Il secoua la tête. « Je pense que nous avons été interrompus. Et maintenant, nous sommes revenus à la page où quelqu'un a déchiré l'histoire. » Un long silence suivit, rempli seulement par le cliquetis discret des cuillères. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de l'amitié. C'était quelque chose de plus doux, un pont en cours de reconstruction, planche par planche, à partir de fondations qu'aucun d'eux n'avait demandé à perdre. C'est arrivé dans le jardin, sous le plus vieux manguier du domaine. Apin s'occupait de la base du tronc, arrachant distraitement les mauvaises herbes quand ses doigts effleurèrent la courbe lisse d'un rocher familier. Elle s'arrêta, le souffle coupé. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle retournait lentement la pierre. Une gravure effacée sur sa surface, Gigi, la regardait. Sa poitrine se serra. Ce n'était pas seulement une coïncidence. C'était la pierre que Joshua avait gravée quand ils étaient enfants, se promettant une amitié éternelle. Elle s'assit sur ses talons, submergée par une vague de chaleur et de confusion. Un souvenir la frappa comme une inondation. Des joues striées de terre, du jus de mangue coulant sur ses bras,
Joshua riant, lui tendant une pierre et disant, « Pour que tu ne m'oublies jamais, même quand nous serons vieux. » Les larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle serrait la pierre contre sa poitrine. « Tu étais vraiment mon meilleur ami, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, elle frappa à la porte de Joshua, tenant fermement la pierre. Il ouvrit, les sourcils levés. Elle ne parla pas immédiatement. Au lieu de cela, elle passa devant lui, posa la pierre sur son bureau et recula. Il la ramassa lentement. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Sous le manguier, » dit-elle doucement. « Je me souviens de toi maintenant. Je me souviens que tu me l'as donné. » Une larme coula sur sa joue. « Tu étais le seul garçon qui ne se moquait jamais de moi. Le seul qui attendait quand je ne pouvais pas courir vite. » Il la regarda, stupéfait. « Et tu étais la seule fille qui m'appelait Joshi devant mon père et s'en sortait. » Ils rirent tous les deux à travers leurs larmes. À cet instant, aucune explication n'était nécessaire. Le souvenir était revenu, non seulement à elle, mais à eux deux. Victoria se tenait à la baie vitrée de sa suite privée, observant de loin Joshua et Appin traverser la pelouse, leur rire porté faiblement par la brise. Sa mâchoire se serra. Derrière elle, Harold entra, sentant déjà son agitation. « Ils sont plus proches maintenant, » dit-elle sans se retourner. « Trop proches. » Harold se versa un verre, son silence confirmant ses dires. « J'ai parlé au conseil d'administration, » ajouta-t-elle. La décision de Joshua de transférer temporairement des actions soulève des questions. Si elle continue de l'influencer. Ses mots s'éteignirent, mais l'implication flottait dans l'air. Harold sirota lentement, puis marmonna, « Nous devrons peut-être intervenir à nouveau. » Elle se tourna brusquement. Plus de lettres, plus de paiements pour acheter le silence. Cette fois, nous éliminons la distraction, définitivement. Plus tard dans la soirée, Harold appela Joshua dans le salon. Le ton était formel. « Nous devons parler de tes récentes décisions », commença Harold. « Tes enchevêtrements émotionnels commencent à affecter ton jugement. » Joshua plissa les yeux. « Tu veux dire Joy ?» Victoria intervint alors, calme mais tranchante. « Tu lui as donné du pouvoir, pas en nom, mais en présence. Et cette présence déteint sur les affaires. » Joshua croisa les bras. « J'ai fait un choix. Un choix que j'aurais dû être autorisé à faire il y a des années. Vous me l'avez enlevé à l'époque. Je ne vous laisserai pas le faire maintenant. » La voix d'Harold se durcit. « Et si ton conseil d'administration se révolte, si ta réputation s'effondre sous le poids d'un scandale ?» Joshua se leva. « Alors qu'il en soit ainsi. Je n'échangerai plus les gens contre une position. » Il se tourna et sortit, sans attendre leur réponse. À l'étage, Appin entendit l'écho lointain de ses pas et sut que quelque chose avait de nouveau changé. Et cette fois, ce n'était pas la peur qui suivait. C'était la résolution. Le matin, l'atmosphère dans le manoir avait changé. Joshua avait rendu une visite discrète à son conseiller juridique à l'aube et était revenu avec des documents signés. Il ne les a pas annoncés. Il les a remis directement à son père au petit déjeuner. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Harold en feuilletant les pages. La voix de Joshua était calme mais inébranlable. « Une procuration. Je transfère temporairement le contrôle majoritaire de l'entreprise au conseil d'administration. Je vais prendre un congé sabbatique. Vous pouvez assurer au public que je me suis retiré pour des raisons de bien-être personnel. » Victoria faillit laisser tomber sa fourchette. « Tu abandonnes ton héritage. » Joshua soutint son regard. « Je récupère ma vie. » « Et que comptes-tu faire pendant que le conseil d'administration gère tout ?» La réponse de Joshua fut simple. « Guérir. Apprendre qui je suis en dehors de cet empire. Et peut-être, enfin, faire le deuil de l'enfance qu'on m'a forcé à oublier. » Il se leva. « Si garder l'argent signifie renoncer à la vérité, alors prenez tout. » La pièce fut plongée dans un silence stupéfait. Plus tard dans la journée, Appin trouva une note glissée sous sa porte. C'était l'écriture de Joshua. « Tu n'as plus besoin de fuir. Moi non plus. Respirons. » Elle pressa le papier contre sa poitrine et sourit doucement, des larmes chaudes coulant sur ses joues. Cette nuit-là, les fenêtres de l'aile brillaient non pas d'extravagance, mais de paix, une sorte de paix qu'aucun d'eux n'avait jamais connue entre ces murs. Pas jusqu'à maintenant. Au crépuscule,
Joshua se tenait sous le manguier où leur enfance avait autrefois fleuri et disparu. Il attendait, les mains dans les poches, la vieille pierre toujours dans sa paume. Quand Apine arriva, elle était pieds nus, l'herbe frôlant ses chevilles, son foulard flottant doucement derrière elle. Elle ne dit rien d'abord, s'assit simplement à côté de lui sur le banc bas en bois, leur silence rempli de tout ce qui n'était pas dit. Cet endroit. Murmura-t-il enfin, nous a vus tous les deux avant même que nous sachions ce que signifiait la perte. Elle leva les yeux vers les branches qui se balançaient au-dessus. Et maintenant, il nous regarde revenir. Il sourit. Te souviens-tu encore du jeu auquel nous jouions? Tu cachais des mangues dans ta robe et faisais semblant que c'étaient des trésors. Elle rit doucement. Et tu les trouvais toujours. Même quand je jurais que tu ne le pourrais pas. Le rire s'estompa en une quiétude paisible. Joshua se tourna légèrement vers elle. Je t'ai amené ici parce que je devais dire quelque chose là où la vérité ne peut être filtrée par des murs. Elle lui jeta un coup d'œil, son expression ouverte. Dis-le. Il expira. Je ne veux pas me précipiter. Ni dans l'amour, ni dans les attentes, ni dans les réponses. Je veux juste que nous soyons honnêtes, sans étiquette, sans pression. Apine hocha lentement la tête. C'est ce que je veux aussi. Me souvenir sans être poussé, exister sans avoir à me prouver. Ils restèrent assis un moment de plus, regardant le ciel s'assombrir en de doux violets et bleus. Des lucioles scintillaient près des racines. Joshua posa la pierre entre eux. Nous avons commencé quelque chose ici une fois, murmura-t-il. Peut-être que nous ne sommes pas censés le finir. Peut-être que nous sommes juste censés le recommencer, plus lentement. Elle tendit la main et toucha doucement la pierre, ses doigts effleurant les siens un bref et tendre instant. Alors que ce soit notre première vérité, dit-elle. Et pour une fois, la nuit ne contenait aucune ombre entre eux. Le manoir était devenu plus calme, non pas par absence, mais par clarté. Joshua et Apine occupaient désormais le même espace sans le fardeau des rôles ou des attentes. Il ne la traitait plus comme quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé, et elle ne se sentait plus comme quelqu'un qui devait prouver son appartenance. Ils marchaient côte à côte dans le jardin certains après-midi, leur conversation serpentant des souvenirs d'enfance aux plats préférés, en passant par ce que signifiait être oublié par ceux qui prétendent vous aimer. « Penses-tu que la guérison est une fin » demanda-t-elle un jour, assise sur le bord de la fontaine. Joshua s'assit à côté d'elle. « Non, je pense qu'elle change simplement de forme. Parfois, elle ressemble à la solitude. D'autres fois, elle ressemble au pardon. » Elle le regarda, les yeux fermes. « Je ne suis pas prête pour quoi que ce soit de romantique. » « Pas encore. » Il sourit. « Je sais, je ne demande rien. Juste ça, quoi que ce soit. » Plus tard dans la soirée, ils partagèrent le dîner non pas dans la salle à manger formelle, mais dans la petite cuisine que Apine avait autrefois récurée. Les murs résonnaient de rires, doux, peu fréquents, mais réels. Agnès avait démissionné discrètement 2 jours plus tôt, son silence plus éloquent que n'importe quelle excuse. Victoria, luttant toujours pour masquer sa désapprobation, ne contestait plus les décisions de Joshua. Harold, bien que moins bavard, avait commencé à passer plus de temps loin du domaine, peut-être pour éviter d'affronter les conséquences d'une vérité trop longtemps enfouie. Au milieu de tout cela, Joshua et Apine ne firent aucune déclaration, ne se tinrent pas la main, ne se chuchotèrent aucune promesse. Juste une présence. Et la présence, après des années de silence et de passé volé, semblait sacrée. Avant de se coucher, Apine posa la pierre sculptée sur sa nouvelle table de chevet et murmura, « Demain, j'écrirai la partie de mon histoire que je choisis. » Dehors, le manguier se balançait doucement, comme s'il avait attendu tout ce temps leur retour. Des semaines plus tard, les premières pluies de la saison arrivèrent, légères, purifiantes et inattendues. Apine se tenait sur le balcon, enveloppé dans un châle, observant les gouttelettes embrasser le jardin en contrebas. La maison ne ressemblait plus à une cage ou à un château. C'était juste un endroit, des murs contenant des fragments de douleur ancienne et de paix nouvelle. Joshua était dans le bureau, feuilletant le journal qu'elle avait laissé ouvert sur le bureau plus tôt. Sur l'une des pages, écrite d'une écriture soignée et penchée, se trouvaient les mots « La guérison n'est pas bruyante, parfois elle signifie simplement rester quand il serait plus facile de fuir. » Il ferma doucement le livre et regarda par la fenêtre, où il la vit, les bras tendus, souriant au ciel. Il ne l'interrompit pas. Elle avait l'air libre.
Et c'était suffisant. Ce soir-là, Appin retourna dans sa chambre et reprit sa plume. Elle commença à écrire « Je m'appelle Joy, mais je suis aussi Appin. Je ne suis pas celle qu'ils disaient que j'étais, et je ne suis pas celle qu'ils ont essayé de me faire oublier. Je suis en train de devenir, lentement, selon mes propres termes. » Elle s'arrêta, pressant doucement le stylo contre le papier, puis ajouta « Et bien qu'il n'y ait pas encore de romance, il y a la paix. Il y a la vérité. Il y a Joshua, non plus le garçon de l'arbre, mais l'homme qui m'a rendu mon nom sans demander mon cœur. » Elle ferma le journal, passa le collier autour de son cou et éteignit la lampe. Dehors, la pluie avait cessé, et la nuit fredonnait de possibilités tranquilles. Aucune fin n'avait été écrite, et aucune n'était nécessaire. Ce qui restait entre eux n'était pas un chapitre final, mais un premier, attendant toujours de se dérouler, sans pression ni délai. Seulement l'espoir. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Dépôt.